Le 11 juillet 2019, la police arrête Taylor Elkis, en possession de la voiture de Williams Dubuis, un homme de 72 ans qui a été battu à mort, 2 jours plus tôt. Comment Taylor, mère de 2 enfants, s'est-elle retrouvée en possession du véhicule d'un homme qui a été froidement assassiné? Le vendredi 11 juillet 2019, la police de Fort Smith, en Arkansas, reçoit l'appel d'un homme nommé Donton Stringer, qui dit être inquiet car 2 jours plus tôt, il a écouté un grand bruit au domicile de son voisin nommé Williams, plus connu sous le nom de Bill, dans leur quartier. Depuis ce jour il ne l'a plus revu, et c'était inhabituel. Alors il a demandé à la police d'effectuer un contrôle au domicile de Williams, pour voir ce qu'il en était. Donton dit également aux policiers qu'il a aperçu la voiture de Bill partir 2 jours plus tôt, juste après avoir entendu des bruits étranges. Mais il ne sait pas si c'est Bill lui-même qui était au volant, ou si même il était à bord du véhicule. La policière arrivée en premier sur les lieux, après avoir recueilli le témoignage du voisin Donton, qui a appelé la police, se dirige à présent au domicile de Williams, encore appelé Bill. En arrivant à l'arrière de la maison, une forte odeur provenant de la chambre de Williams attire son attention. Vu qu'il y a des poubelles à côté de la fenêtre de la chambre de Williams, elle pense dans un premier temps que l'odeur provient probablement des ordures. Mais en jetant un coup d'œil dans la poubelle, l'agent se rend compte qu'elle est complètement vide. Alors elle se met à l'évidence que l'odeur de pourriture provient exactement de la chambre de Williams. La policière appelle le renfort. Et quelques minutes plus tard son collègue Hendrick arrive sur les lieux, il fait également le tour de la maison, et en arrivant au niveau de la fenêtre de la chambre de Williams, la forte odeur de pourriture l'interpelle également. Il se rapproche de la fenêtre de la chambre, tout en regardant au travers de la vitre, s'il peut apercevoir quelque chose de suspect. Car il ne dispose d'aucun mandat de perquisition, et une simple odeur de pourriture ne suffit pas à en avoir un. Alors l'agent Hendrick, à la recherche de preuves, décide d'aller à la rencontre du voisinage de Williams, afin de les interroger dans le but d'avoir plus de preuves, et de faire avancer l'enquête. Il se rend dans un magasin situé dans une station-service, juste en face du domicile de Williams. La propriétaire du magasin affirme effectivement que 2 jours plus tôt, elle a également entendu des bruits étranges provenant du domicile de Williams. Et elle affirme que Williams est plus connu sous le nom de Bill, dans le quartier. Lorsque l'agent demande à la propriétaire du magasin si elle connaît Monsieur Donton, le voisin qui a appelé la police. Alors là, la dame confie à l'agent que Donton est un homme à problème, qui passe son temps à se disputer avec les habitants du quartier. Et le jour en question, juste après avoir entendu le bruit chez Williams, Donton s'est rendu au magasin de la dame et lui a dit d'appeler la police, car il se passe des choses étranges au domicile de Williams. La dame a alors demandé à Donton pourquoi il n'appelle pas la police avec son téléphone, il a répondu en disant que sa fille a volé son téléphone. La dame ajoute que Donton se dispute très souvent avec une jeune femme dans sa maison, mais elle ignore quelle relation Donton a réellement avec cette jeune femme. Peut-être qu'elle est sa fameuse fille. La dame affirme surtout que si quelque chose de mal est arrivé à Williams, Donton et sa soi-disant fille sont probablement impliqués, car ils s'entendent bien avec Williams, et ont sûrement le double des clés de sa maison. 30 minutes plus tard, après avoir obtenu un mandat de perquisition, les agents ont fait appel au propriétaire de la maison, car Williams était en location. Ce dernier a apporté les clés. Les policiers ont ouvert la porte, et ont immédiatement pénétré dans le domicile de Williams. Depuis la porte d'entrée, l'odeur de pourriture était irrespirable, mais ils n'ont pas eu besoin de chercher pour comprendre la provenance de cette odeur. Car le corps sans vie de Williams était visible allongé à même le sol dans sa salle de bain, plongé dans une mare de sang. Le vieil homme a reçu plusieurs coups de marteau sur tout son corps, notamment à la tête. La télévision de Williams a disparu, y compris son portefeuille et ses cartes de crédit. Cela fait penser à un cambriolage à première vue. Mais les policiers constatent que la porte d'entrée principale n'a pas été défoncée,
Bien au contraire, elle a même été refermée à clé, après que les meurtriers aient commis leur forfait. Cela revient à dire que c'est Williams lui-même qui a ouvert la porte à son agresseur, ou encore que l'agresseur avait le double des clés de Williams. Sachant que la voiture de Williams a également disparu le jour du meurtre, les policiers s'apprêtaient à lancer un avis de recherche. Lorsque le fils de Williams est arrivé sur les lieux, il leur a donné une information cruciale qui va considérablement faire avancer l'enquête. Le fils affirme que la voiture que conduisait son père appartient à sa mère, donc la femme de Williams, qui se nomme Suzanne. Le fils affirme que sa mère a fait installer un GPS dans sa voiture, elle peut avoir sa localisation depuis son téléphone portable. Cette information a été un grand soulagement pour les policiers, qui se sont rendus immédiatement au domicile de Suzanne, la femme de Williams, pour avoir accès au GPS de sa voiture. Mais surtout pour lui annoncer le décès de son mari. Suzanne a fondu en larmes en apprenant que son mari a été sauvagement battu à mort. Et que son corps a été retrouvé en état de décomposition. Les policiers ont demandé à Suzanne de s'asseoir et d'essayer de se remettre de ses émotions. Quelques minutes après, Suzanne a repris ses esprits et a activé le GPS de son téléphone pour avoir la localisation de sa voiture, qui était sûrement en possession du meurtrier de son mari. Elle a partagé la localisation du GPS de sa voiture aux policiers. Ils ont pu localiser la voiture, qui se trouvait à 3 km du lieu du drame. Ils se sont immédiatement rendus à l'endroit indiqué par le GPS. En arrivant sur les lieux, les agents tombent sur des personnes qui sont sur le point de sortir, les policiers demandent à ces personnes de retourner vers leur maison, car leur domicile doit être perquisitionné. Cet homme panique, et demande aux policiers ce qu'il a bien pu faire pour que son domicile soit perquisitionné. Les policiers ont tout de suite reconnu la voiture de Williams, donc celle de sa femme, une Ford rouge, qui était garée dans la cour du domicile suspecté d'abriter également les meurtriers de Williams. En entrant dans la maison, les policiers demandent à toutes les personnes présentes de sortir les mains en l'air. Un homme sort et demande la raison pour laquelle ils sont interpellés. Puis une jeune femme sort, et donne son nom. Une deuxième femme sort de la maison, et dit s'appeler Taylor Elkis. Tous les suspects sont emmenés dans la cour de la maison. Les policiers leur demandent alors à qui appartient la voiture rouge garée dans leur cour. Tous pointent du doigt à Taylor Elkis. Alors Taylor est conduite dans le véhicule de police pour un interrogatoire. L'agent demande à Taylor où elle a eu cette voiture. Taylor répond en disant qu'elle a prêté la voiture à un ami. Un jeune homme qui se prénomme Sean. La policière demande à Taylor quel est le nom de famille de son ami Sean. Taylor dit à la policière qu'elle ne connaît pas son nom de famille, et que ce n'est pas un ami de longue date, elle lui a juste demandé un service, car elle avait besoin d'une voiture. La policière lui demande le numéro de téléphone, et le nom du compte Facebook de Sean. Taylor dit à la policière qu'elle ne connaît pas le numéro de téléphone de Sean, encore moins le nom de son compte Facebook. La policière lui demande alors son numéro de téléphone à elle, et le nom de son compte Facebook. Taylor fait savoir à l'agent qu'elle n'a pas de téléphone car sa fille le lui a cassé. Et qu'elle n'a pas de compte Facebook, ni aucun autre réseau social. Lorsque la policière demande à Taylor quelle est son adresse. Elle lui donne l'adresse du domicile de Donton, le voisin de Williams qui a appelé la police. Après vérification, les policiers se sont rendus compte que Taylor est en fait la petite fille de Donton, et qu'elle vit chez lui pour le moment. Après avoir abandonné ses 2 enfants chez sa mère, chez qui elle vivait dans la ville voisine. Taylor se cachait chez son grand-père Donton, car elle était recherchée par la police dans la ville voisine dans laquelle elle vivait, pour s'être violemment en prise à une de ses amies. Les autres suspects ont été relâchés, après que les enquêteurs aient établi qu'ils n'avaient rien à y voir dans cette affaire. Taylor a été mise en garde à vue, en tant que principal suspect du meurtre de Williams. Pendant l'interrogatoire, Taylor affiche un comportement arrogant, méprisant, et insolent envers les enquêteurs. L'enquêteur lui demande si elle connaît Williams.
Taylor répond en disant qu'il est son professeur à l'université et qu'il est le voisin de son grand-père, mais elle ne le connaît pas plus que ça. Car elle ne prête pas attention à lui. L'enquêteur lui demande où elle a eu la voiture rouge qu'elle conduit. Elle affirme à nouveau que c'est son ami Sean qui le lui a prêté. L'enquêteur met la pression à Taylor et lui dit d'arrêter de mentir sinon il va l'envoyer en prison pour le restant de sa petite vie. Puis il a dit à Taylor, « Tu sais très bien à qui appartient cette voiture. » Taylor répond à nouveau qu'elle appartient à son ami. L'enquêteur lui demande alors si elle n'a jamais vu la voiture que conduit Williams. À ce moment Taylor est très étonnée ou du moins, donne l'impression d'être très étonnée et de réaliser à l'instant qu'il y a un lien entre la voiture et Williams. L'enquêteur annonce aussitôt à Taylor que Williams a été retrouvé mort dans sa maison et sa voiture a été volée par le meurtrier. Tout en affirmant que la voiture volée de Williams est bel et bien celle que Taylor conduit. Mais Taylor affirme qu'elle n'a rien à y voir avec cette affaire et continue d'affirmer que c'est son ami Sean qui lui a prêté la voiture. L'enquêteur sort de la pièce et passe un appel à Donton, le grand-père de Taylor. Ce dernier affirme qu'il a vu Taylor accompagné de 2 hommes blancs le jour du meurtre de Williams et qu'elle s'est enfuie après avoir volé son téléphone. L'enquêteur revient dans la pièce après s'être également renseigné sur le fameux ami Sean. Il a dit à Taylor, tout en lui montrant la photo de Sean. Ton ami Sean est en prison depuis le 6 juillet. Alors c'est impossible qu'il ait pu être en possession de la voiture, le 9 juillet, soit le jour du meurtre de Williams, et te l'a prêté. Puis il s'est mis à crier sur Taylor en lui disant « Maintenant tu vas arrêter de mentir, et dire toute la vérité sur ce qui s'est réellement passé. Tu as tué Williams, et tu iras en prison. » Taylor a fait mine d'être abattue, tout en réfléchissant aux nouveaux mensonges qu'elle pouvait inventer. Entre-temps elle a été mise en état d'arrestation, car les enquêteurs avaient assez de preuves la reliant au meurtre de Williams. Le lendemain, lors du 2e interrogatoire, Taylor a été vêtue de la combinaison orange, destinée aux prisonniers, car entre-temps les enquêteurs ont recueilli encore plus de preuves l'incriminant. Un des enquêteurs montre à Taylor les photos horribles, du corps sans vie de Williams, pour la faire culpabiliser, et craquer. Ça a marché, car Taylor, terrorisée par les photos, a dit aux enquêteurs qu'elle ne savait pas qu'elle était obligée de regarder ces photos atroces. Le fait d'avoir vu ces photos, l'a fait culpabiliser un tant soit peu. Et Taylor a décidé de donner une toute autre version. Elle affirme à présent que c'est un autre de ses amis nommé Joseph, plus connu sous le nom de Joe, qui a tué Williams. Elle va raconter aux enquêteurs que le jour du meurtre, son ami Joe était venu passer l'après-midi avec elle, chez son grand-père. En conversant, Joe lui a dit qu'il avait besoin d'argent, et lui a demandé si son voisin Williams pouvait avoir de l'argent, ou des objets de valeur dans sa maison. Mais Taylor a dit à Joe que Williams n'a rien dans sa maison. Malgré cela elle affirme que Joe était déterminé à cambrioler le domicile de Williams. Alors Joe a demandé à Taylor de sonner à la porte de Williams, et une fois qu'il a ouvert, Joe s'est jeté sur lui. Pendant que Joe cambriolait Williams, Taylor affirme qu'elle n'était pas sur les lieux, car elle s'est rendue au McDonald's, se prendre de quoi manger. Et ce n'est qu'une heure de temps plus tard, que Joe l'a rejoint dans un centre commercial, à bord du véhicule de Williams. Lorsque Taylor a posé la question à Joe au sujet de Williams, Joe lui a dit qu'il s'est occupé de Williams, sans lui dire qu'il l'a tué. Mais les enquêteurs sont convaincus, et ont des preuves concrètes que Taylor ment, une fois de plus. Car elle était bien présente sur les lieux au moment du meurtre de Williams. Une mèche de ses cheveux a été retrouvée entre les ongles de Williams. Ce qui revient à dire que Williams s'est probablement battu avec Taylor, avant de recevoir les coups de marteau mortels. Des empreintes de doigts de Taylor ont également été retrouvées sur le marteau présent sur la scène de crime. De plus, la localisation du GPS a permis de prouver que Taylor était au volant de la voiture de Williams, depuis la maison. Donc juste après avoir commis son crime.
Grâce au GPS, les enquêteurs ont également pu retracer tout le parcours que Taylor a fait avec le véhicule depuis le jour du meurtre. Et à aucun moment Joe ne lui a apporté la voiture dans un centre commercial. Bien au contraire, les caméras de vidéosurveillance ont filmé Taylor arriver au centre commercial à bord du véhicule. Elle a pris son ami Joe, puis ont continué leur chemin. Cela revient à dire que Taylor était seul sur le lieu du crime, d'autant plus qu'aucune trace de la présence de Joe n'a été retrouvée dans l'appartement de Williams. Mais Taylor a nié les faits jusqu'au bout, et n'a pas voulu reconnaître son meurtre. Mais les enquêteurs n'avaient pas besoin de ses aveux pour la faire condamner, car ils avaient plus de preuves que nécessaire. Le 9 octobre 2019, Taylor a été reconnue coupable de meurtre au premier degré. Elle a été condamnée à la prison à vie sans possibilité de liberté conditionnelle. Ce n'est qu'en prison que Taylor va avouer à une codétenue qu'elle a tué Williams, car elle s'était rendue chez lui pour lui emprunter de l'argent, mais ce dernier lui a dit qu'il n'avait pas d'argent à lui donner. Alors prise de colère, elle s'est mise à assommer Williams à coups de marteau. En 2020, après un an de prison, Taylor a fini par plaider coupable. Et a ainsi vu sa peine être réduite à 40 ans de prison. Elle pourra demander une libération conditionnelle en 2059. Que pensez-vous du comportement de Taylor? Dites-le nous en commentaire. Abonnez-vous, pour ne manquer aucune vidéo similaire.